C'est parti pour un autre épisode de J'aime ta compagnie, le balado des entreprises ambitieuses qui n'ont pas de département marketing. Depuis plusieurs années, notre équipe accompagne des entreprises dans le développement de plans marketing et dans la concrétisation de leurs ambitions. On va se dire les vraies affaires, la réalité n'est pas la même quand tu n'as pas un département marketing complet pour assurer le développement des affaires de l'entreprise. Notre promesse, c'est que chaque épisode regorge de trucs et d'outils pour que vous puissiez prendre de meilleures décisions d'affaires. Ici, on s'élève ensemble pour bâtir des entreprises qui nous ressemblent et qui créent de la valeur pour nos communautés. Pour attirer et fidéliser les bonnes clientèles et les plus grands talents, tout est marketing. Et comme nous connaissons la valeur de votre temps, place à l'épisode. C'est parti pour le 17e épisode de J'aime ta compagnie. 3 solutions pour être sur le chemin de son client idéal ou l'art de la découvrabilité. Et aujourd'hui, nous allons parler de découvrabilité. Toujours comme à l'habitude, Marie-Michel Rouge et Katrina, stratège marketing à la firme. Alors les filles, on arrive comment aujourd'hui? En fait, nous, ce matin, on a une belle rencontre de démarrage avec un nouveau client. Puis, c'était vraiment énergisant parce que on a réalisé, en fait, on a pris conscience qu'il y a des gens qui nous ressemblent. On se rencontre à la firme, qu'on a une vision du marketing qui est très précise, je pense qu'on peut même le dire, là, nichée. Puis, les clients avec qui on était, tout avait de la résonance. Puis, ce qui m'a frappé le plus, c'est que sur leur site web, leur vision est clairement nommée. Et pour la première fois depuis 3 ans que je suis à la firme, je voyais enfin quelqu'un qui avait cette même perception de la vision que nous, là, c'est-à-dire quelque chose de très aspirationnel, quelque chose à la limite qui est inatteignable, mais c'est pour cette raison-là qu'on se lève chaque matin, alors que puis il n'y a pas de bonne ou de mauvaise perspective là, de la vision, là, il y a autant de définitions qu'il y a de marketeurs, puis qu'il y a de managers, puis de personnes en développement des affaires, mais ça faisait du bien de sentir qu'il y avait de la résonance. Puis qu'on attire les bons clients aussi, qu'on va chercher les bons clients qui nous correspondent. Là, c'était très validant sur notre propre stratégie marketing. On a travaillé fort dans les dernières années sur notre stratégie à nous. Alors, c'était très validant. Ouais, alors on arrive avec énergie du côté de Katrina. Et toi, Rouge? Pas mal la même énergie. J'ai passé une excellente semaine de relâche déjà. Puis effectivement, il y a un petit décalage entre la semaine de relâche et le moment où on va poster ce balado-là, mais j'arrive avec plein d'énergie. Puis ce matin, moi, j'ai eu la belle occasion de travailler sur le balado, mais sur les épisodes où on a des invités. C'était super intéressant. Et en fait, je me rends compte que je l'avais écouté une première fois. C'est comme si ça résonnait d'une autre manière. Puis quand je le réécoute une seconde fois, ça résonne d'une autre manière. Donc, les personnes qui nous écoutent sur n'importe quelle plateforme à écouter le balado de temps en temps, parce que ce que tu reçois la première fois, c'est pas forcément la même chose que la seconde, la troisième. Au fur et à mesure que tu l'écoutes, en fait, il y a comme quelque chose, il y a des idées qui pop à l'intérieur de toi. Et ouais, j'ai plein d'énergie, ça va super bien, comme d'habitude. Ah, mais je suis contente de l'entendre parce que c'est ça, notre premier épisode avec invité n'est pas encore sorti, mais on commence les premières entrevues. Alors, j'ouvre la porte, il y a des gens qui sont intéressés à venir partager leurs compétences, leurs connaissances avec les entreprises ou organismes qui n'ont pas de département marketing. Écrivez-nous à bonjour@commercial-lafirme.marketing. Soumettez-nous votre angle, votre sujet, puis ça va nous faire plaisir de le considérer. Et moi, de mon côté, j'arrive mieux que plus tôt, là, parce que moi aussi, j'arrive de la relâche, puis ma fille est malade depuis une quinzaine de jours. Et là, je pense que j'ai attrapé le truc. Je me suis sauvée tantôt après notre belle rencontre, Katrina. Je suis allée me chercher des Atasol à la pharmacie et là, ils ont fait effet. Alors, mon mal de tête carabiné m'a quitté. J'ai toute l'énergie qu'il faut pour discuter de découvrabilité. Et avant de plonger directement dans la définition de la découvrabilité, puis là, je fais mes devoirs parce que Katrina m'a rappelé qu'il fallait toujours partager où est-ce que ça se trouve dans le parcours client, dans les différentes étapes. Donc, on a vu, puis là, je t'ai vu, puis j'y ai pensé. Donc, on a déjà discuté de persona, de produits-services, d'identité de marque. Et là, on
entre dans la découvrabilité. Puis la découvrabilité, c'est est-ce qu'on se trouve sur le chemin du consommateur quand il y a un besoin, ou du client, ou du membre, ou de l'usager, ou peu importe la clientèle cible à laquelle on s'adresse. Et donc, c'est pas nécessairement qu'ils nous connaissent, mais qu'ils vont faire des recherches pour solutionner un bobo, un problème. Et est-ce qu'on se trouve sur leur route? Alors, les filles, pourquoi c'est important d'écouter un épisode ce matin sur la découvrabilité? Pour commencer, tu parlais tout à l'heure d'être sur le chemin de son client. Déjà, ça va être d'avoir des astuces pour comment être sur ce chemin-là, comment s'assurer d'être vu par notre clientèle idéale aussi. Puis par ailleurs, de pouvoir améliorer notre visibilité, d'être vu tout simplement de manière globale. Auprès de gens qui ont la carte de crédit, entre guillemets, là, sortie pour solutionner le problème. On s'entend que là, on va pas essayer de convaincre des gens de nous acheter. On se trouve sur la route de gens qui ont besoin de nous ici et maintenant. Et toi, Katrina, pourquoi c'est important cet épisode? Tout simplement pour découvrir que la découvrabilité, c'est un mot qui peut peut-être faire peur, mais il ne faut pas en avoir peur. Ça prend pas un doctorat en marketing pour comprendre ce qu'est la découvrabilité et l'appliquer dans son entreprise, même quand on n'a pas de département marketing. Donc, restez à l'écoute pour en découvrir plus. Je pense juste pour ça vaut la peine. Puis, dans le qu'est-ce que c'est, je pense qu'il y a une distinction à faire importante parce qu'on peut être découvrable dans la vraie vie, puis on peut être découvrable sur le web. Alors, quand on parle de la vraie vie, qu'est-ce qu'on veut dire? Moi, pour aller sur ce premier aspect-là, un truc que je fais souvent quand je vais quelque part, c'est que je cherche tout le temps un café parce que j'aime bien l'ambiance, la musique, l'odeur du café tout simplement. Puis, je pense que dans la vraie vie, en fait, la manière pour trouver un café déjà, il faut que le café soit en bord de route. Il faut que de loin tu puisses sentir cette odeur, mais aussi souvent, tu vas juste checker sur Google Maps où sont les cafés aux alentours de là où tu es situé. Donc rien que ça, c'est comme c'est des petits trucs, c'est des petites astuces déjà pour nous permettre d'être vus de notre clientèle idéale, entre parenthèses. On a ce point-là en commun. Mon chum, il partirait à rire et disait « Arrête de voyager avec nous, voyage avec Rouge. » Je l'ai fait arrêter partout pour trouver du café. Mais oui, tu marques un point. Puis quand on marche, te parler de l'odeur, il y a une forme d'expérience dans la vraie vie qui peut t'attirer vers le café. Si le café est dans un sous-sol, puis que la devanture est vraiment très ordinaire versus si la porte, elle est charmante, elle est ouverte avec une ardoise devant qui invite à entrer, on a une toute autre dynamique. Puis, il y a certains cafés, là, moi, je me souviens à Montréal, ils offraient des petits échantillons sur la rue, gratuitement. Là, tu prenais, tu goûtais, c'est trop bon, alors j'entre à l'intérieur. Donc, il y avait cette forme de découvrabilité sur le chemin. Katrina, avais-tu quelque chose à ajouter là-dessus? Peut-être juste dire piquer la curiosité, en fait, c'est d'offrir suffisamment pour piquer la curiosité. Puis là, on parle beaucoup de l'aspect restauration, mais ça peut être un aspect événementiel. Donc, si on a un événement qui prend lieu sur une place publique, mais que cette place-là est peut-être moins à la vue, il faut trouver une façon d'indiquer aux gens que quelque chose qui se passe là, ne serait-ce que par du bruit, de la musique, un concert, des gens qui nous invitent à se rendre vers l'événement. Donc, je pense que c'est ça, retenir, piquer la curiosité. Puis moi, il y a juste une chose que je nommerais aussi pour les produits, de ne pas sous-estimer la présentation en magasin. Comment vous sortez dans une boutique, un magasin. Il y a certaines personnes qui vendent pignon sur rue leurs affaires, mais il y a certains d'entre vous qui développent des produits puis qui le distribuent dans différentes chaînes, dans différentes grandes surfaces. Si on part en vacances, moi en famille, puis qu'on oublie la crème solaire, par exemple, où est-ce qu'on va aller essayer de trouver de la crème solaire rapidement? Puis dans la tablette de crème solaire, il y a plusieurs choix. Qu'est-ce qui va faire que moi, je choisis une crème solaire ou l'autre? Si je suis la cliente idéale, il faut que ça ressorte sur l'emballage ou dans l'étalage. Puis s'assurer d'avoir une place de choix aussi. Parce que sinon, je risque de trouver une autre crème solaire et partir avec le concurrent. Alors ça, c'est à ne pas sous-estimer dans la vraie vie. Puis même chose aussi parfois avec certains consultants qui peuvent, tu sais, dans le domaine du service. Moi, par exemple, quand j'ai commencé, je suis allée travailler dans un espace de travail partagé, espace de coworking. Alors moi, ça me permettait d'être trouvable par d'autres collègues qui avaient besoin de conseils marketing, même si ce que je vends, c'est absolument intangible. Si j'étais restée dans mon sous-sol,
dans mon bureau, on ne m'aurait pas trouvé pour du marketing au besoin, tandis qu'en étant là physiquement, les gens pouvaient me trouver. Donc, il y a plein de façons, selon ce que vous vendez ou offrez, ou même pensez organisme à but non lucratif, là, vos services aux usagers. Est-ce que vous vous trouvez sur leur route dans la vraie vie, oui ou non? Et c'est hyper important de se questionner puis d'améliorer ce pilier-là. Maintenant, comment ça fonctionne si on pense plutôt au web? Ben là, c'est plus quelqu'un qui va taper un besoin. Pensons aux moteurs de recherche là, les plus connus, donc Google. Puis, c'est de voir est-ce qu'il va trouver son besoin. Est-ce que vous allez apparaître parmi les premiers prestataires de services ou les premiers produits qui vont arriver devant lui? Puis, je reviens avec l'exemple du restaurant là, parce que c'est le plus simple, puis c'est le plus facile à comprendre là, pour monsieur, madame, tout le monde. Mais tu sais, si je suis un touriste dans une autre ville, puis que je cherche, disons que je suis un touriste qui vient à Rimouski et je cherche restaurant Rimouski, le restaurant qui va sortir en premier il risque d'être celui, en tout cas, dans les premiers résultats, là, ces restaurants-là risquent d'être ceux qui vont attirer le plus de personnes. Surtout si en plus il y a des avis, il y a des bons avis, puis il y a des photos alléchantes, donc il y a plein de choses qu'on peut faire pour maximiser, optimiser la découvrabilité. Pour renchérir par rapport à ce que Katrina vient de dire, pas mal la même chose, mais je dirais sur les réseaux sociaux, ça va être exactement la même chose. C'est comme faire rentrer un mot-clé qui me parle. En parler de restauration, ça peut être un déjeuner, par exemple, puis juste rentrer le mot-clé, puis être revu en fait sur la liste de restaurants proposés et de deux aussi. Moi, je l'ai fait par exemple dans le cadre de certains voyages en dehors du Canada. Je tape par exemple les tacos au Mexique, donc ça me sort une liste à peu près de restaurants qui seraient peut-être intéressants, qui proposent aussi des tacos. Donc les avis clients, les spotheads, tous ces trucs-là en fait, ça favorise la découvrabilité, je trouve. Tout à fait, parce que puis même moi, ça m'arrive souvent d'aller dans un spothead faire des recherches. Par exemple, si je dis n'importe quoi là, à l'époque j'ai cherché des garderies pour mes enfants, mais j'allais dans les spotheads puis il y avait plusieurs posts ou publications traitant de garderies avec des liens vers des garderies en milieu à domicile ou des garderies privées, des CPE. Puis là il y avait tous les liens. C'est comme si les gens avaient déjà fait plein de recommandations. Puis ça me permettait rapidement de trouver. Alors oui, effectivement, c'est important de se trouver là dans des listes de références où on est cité. C'est sûr que ça pèse beaucoup dans la balance. Comme à l'habitude, c'est toujours moi qui fais le petit point un peu académique, lourd du balado, mais sur le plan du web, il y a quand même des trucs plus techniques qu'il faut s'assurer, des cases à cocher si on veut. Et le moteur de recherche, les filles, le plus populaire dans le monde, c'est Google. Google. C'est pas des goggles de piscine. Et souvent, on se colle à eux pour savoir qu'est-ce qu'on doit faire pour que notre site web sorte en premier. Et je dois dire qu'en ce moment, là on est en mars 2024, Google est en train, ou va lancer sous peu, là, quand l'épisode va être lancé, je pense que ça va être fait, ils vont lancer une autre mise à jour hyper importante parce que Google est confronté en ce moment au fait que la plupart des créateurs de contenu, créateurs de billets de blog, de pages web, ils font tout faire par l'intelligence artificielle. Puis l'intelligence artificielle, elle est basée sur ce qui a déjà été dit. Donc, en quelque sorte, c'est un contenu qui existe déjà sur le web, qui est remâché. Et puis là, ils vont tenter, avec ce nouveau changement d'algorithme, d'éliminer ou de tasser ces contenus dupliqués-là, contenus d'intelligence artificielle qui émettent pas nécessairement de valeur ajoutée, puis ils vont investir davantage ou donner plus de visibilité au contenu créé réellement par un humain qui apporte des idées nouvelles, des approches nouvelles qui sont rafraîchissants sur la toile. Donc, ceci est très important si vous développez des contenus blogs, des pages web. Vous pouvez vous inspirer de ChatGPT. Vous pouvez aller voir, qu'est-ce que je devrais aborder dans ma page? Qu'est-ce qui est important dans ma page? Mais on vous invite quand même à créer des contenus le plus possible originaux, qui vous ressemblent, qui incarnent votre marque profonde, qui incarnent vos valeurs, puis qui met de l'avant votre équipe. Votre équipe est impossible à dupliquer. Les humains qui en font partie, là, donc ça peut être un axe intéressant. Mais sinon, Google, ce qu'il demande aux créateurs de sites web, c'est de respecter les critères EEAT, OK? Évidemment, c'est en anglais qu'ils le disent, là, mais on le traduit rapidement. Donc, expertise, expérience, autorité et fiabilité pour trust. Ok, le T, c'est pour trust, là, mais en français, on va dire fiabilité. Puis, ces critères-là
sont encore plus importants pour les entreprises qui œuvrent dans des domaines qui ont une grande influence sur les gens, comme par exemple les domaines de la santé. Si vous êtes un physio, un chiro, un herboriste, un acupuncteur, vous parlez de santé, il faut absolument respecter ces critères-là. Si vous parlez aussi de bonheur, de sécurité financière ou de sécurité des utilisateurs, ça aussi, c'est hyper important. Donc, si je commence rapidement avec le premier, c'est quoi? L'expertise, c'est est-ce que votre site web l'avant réellement votre expertise, vos compétences, vos connaissances, le fait que vous êtes le meilleur dans votre domaine. Et pour Google, là, lui, il va s'enligner sur votre site puis essayer de voir qu'est-ce qui fait que cette personne-là se positionne comme quelqu'un qui arrive à approfondir ce sujet-là. Qu'est-ce qu'on fait pour améliorer l'expertise? Là, je le sais, c'est très technique, là. Donc, on s'assure que tout est écrit par de réels experts, des passionnés, des gens informés. Puis tout ce qui est médical, financier, juridique, on s'assure de démontrer nos qualifications professionnelles, de démontrer qu'on a par exemple des diplômes universitaires, différentes certifications dans des ordres professionnels. On peut intégrer des liens vers les certifications qu'on a obtenues. Puis là, ça peut renseigner au robot qu'on a la légitimité de parler de tout ça. Deuxième E, l'expérience. Donc, l'expérience, on peut penser à comment un client potentiel ou un utilisateur potentiel de votre plateforme web va vivre l'expérience sur votre site web. Oui, sur le plan du contenu, est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est bien organisé? Est-ce que c'est facile de se retrouver dans le site? Est-ce que l'arborescence, elle est intuitive? Est-ce que c'est facile de se rendre à l'information qu'on veut? Puis, d'un point de vue plus technique, on peut penser, là, tu sais, des fois, on entend UX, UI. Donc, ça, c'est réellement l'expérience utilisateur, l'expérience interface d'un point de vue du design, d'un point de vue de est-ce que c'est fluide quand je navigue? Est-ce que l'information est bien structurée, organisée? Est-ce que les textes respirent? Est-ce qu'il y a des pop-up hyper agressants à tout bout de champ avec la musique qui part dans le tapis? Ou est-ce que c'est fluide comme expérience web? Alors ça, c'est de plus en plus important. Ensuite, le A pour autorité. Donc ça, c'est tout ce qui est relatif à votre réputation. Votre réputation par rapport à vos pairs dans le domaine, etc. Puis, en ligne, qu'est-ce qu'on fait pour avoir une meilleure réputation? Bien, c'est certain que tout ce qu'on publie comme contenu va venir dire au moteur de recherche qu'on est quelqu'un de pertinent. On peut penser, par exemple, à oui, ce que vous écrivez dans le site web. Premièrement, votre présence sur les réseaux sociaux, votre nombre d'abonnés, les gens qui interagissent. Puis là aussi, pour l'autorité, on peut penser à une page à propos qui est extraordinaire, qui est riche en contenu, qui parle aussi de vos certifications. S'il y a des liens externes, ou on appelle ça des liens entrants, donc des sites web crédibles qui pointent vers votre site comme étant une référence, ça pèse beaucoup dans la balance. Et finalement, le F ou le T de trust, mais traduit en français pour le F, fiabilité. Donc, est-ce que Google peut être certain ce que vous dites sur votre site exact, c'est véritable? Est-ce qu'il y a une qualité de site web? Est-ce que le site web est sécuritaire pour envoyer des utilisateurs? Parce que Google veut pas, premièrement, il essaie de faire sortir le moins possible les gens de sa plateforme. Quand il les fait sortir, c'est pour ajouter une meilleure expérience. Parce que si les résultats de recherche qui sortent dans Google sont non pertinents ou sont dangereux, sont pas sécuritaires, lui, il va perdre les gens. Les gens vont aller trouver un autre moteur de recherche. Donc, lui, il veut toujours être pertinent, puis envoyer vers des sites qui ont une superbe fiabilité. Pour certains qui comprendront un peu plus la technique, là, le fameux S de HTTPS, par exemple, dans votre URL. Est-ce que vous avez sécurisé votre site web? Est-ce que tout est transparent? Est-ce qu'il y a des preuves quand vous affirmez des choses? Est-ce qu'il y a des politiques de confidentialité claires? Est-ce qu'on retrouve les coordonnées? Où est-ce qu'on peut vous rejoindre? Où est-ce qu'on peut appeler? Des références fiables? Donc ça peut travailler votre fiabilité. Alors, j'ai fait le tour des critères plus académiques EEAT. C'est important de le dire parce qu'on peut pas s'assurer de bien positionner notre site web sur Google en 2 jours. C'est vraiment un travail de longue haleine. C'est ce qu'on appelle le référencement organique ou en anglais SEO. Donc, pour sortir en premier, il faut travailler ces 4 critères-là dans notre présence web et c'est le genre de travail marketing qui est très payant à long terme, mais qui va donner des résultats à long terme aussi. Si vous cherchez une stratégie très court-termiste, demain je veux des ventes, c'est pas la première tactique qu'on va vous suggérer. Alors les filles, quels sont les signes qu'on observe quand des clients viennent chez nous qui nous font dire « Oups, là, on va prioriser la découvrabilité ».
Je veux-tu y aller? Ben oui, je vais commencer. Alors les signes qui montrent qu'il y a un problème et qu'il faut travailler la découvrabilité, moi je vais aller sur l'aspect réseaux sociaux toujours. Donc ça serait notamment un manque de visibilité sur des plateformes pertinentes. Un exemple vraiment lambda que je prends, c'est que, admettons par exemple que je vends des carnets. Puis ce que je fais, c'est que je m'ouvre une page LinkedIn pour vendre mes carnets. Mais en fait, ça se peut que je fasse du beau contenu, je fasse de belles vidéos, je fasse, vraiment, je vais dire des choses vraiment pertinentes par rapport à mon produit. Mais en fait, c'est pas une plateforme qui est pertinente pour moi. Or que si je vais plus sur Facebook ou sur les autres réseaux sociaux comme Instagram, peut-être que sur ces réseaux-là, je serai mieux vue avec le même contenu. Donc rien que la pertinence de la plateforme sur laquelle on est, ça peut faire en sorte qu'on soit plus découvrable pour notre client ou vice-versa, donc le contraire, moins découvrable. Dans le fond, là où les gens vont aller chercher carnet finalement, là, c'est probablement pas sur LinkedIn comme tu disais, là. C'est de se demander où est-ce que les gens vont aller chercher mon produit ou service, tout à fait. Puis des fois, on se rend compte que les clients, comme tu dis, mettent beaucoup de temps et d'énergie sur des points de contact où ils ne sont pas cherchés. Puis on dit, attends, en allant là, on va être directement sur le chemin des bonnes personnes. Tu vas sauver de l'énergie puis tu vas faire plus d'argent. Et toi, Katrina, qu'est-ce que tu observes là, qui te font dire que, ouf, la découvrabilité, c'est là qu'on s'en va? Il y a beaucoup de choses, mais tu sais, ça peut être aussi un client qui sent qu'il n'arrive pas à attirer les bonnes personnes. Puis là, on peut toucher à plein d'aspects du parcours client. Là, on peut être dans le persona, dans le produit et service. Mais tu sais, des fois, on s'est bien positionné. On sait qu'on vise les bonnes personnes, mais que finalement, on réussit pas à les attirer, ces personnes-là. Ben, ça peut être d'un point de vue web, ça peut être parce qu'on communique pas les bons messages sur notre site web, tu sais. Je vais dire vraiment un exemple un peu grossier, là, mais grossier dans le sens, c'est gros, là. Mais tu sais, un physio qui veut se concentrer sur les problèmes de jambes, mais qui parle juste de problèmes de bras sur sur sa page web, ben quelqu'un qui taperait physio, jambes, ben il tombera pas sur le site de ce physio-là parce qu'il parle juste de problèmes de bras. Donc là, il y a une distorsion entre le message qui est véhiculé, les mots-clés qui sont utilisés sur le web, puis ce qu'on souhaite vraiment dire, ce qu'on souhaite vraiment attirer. Puis d'un point de vue plus vie de tous les jours ou, tu sais, découvrabilité terrain, ben ça pourrait être, tu sais, une attraction touristique qui démontre pas l'ensemble des services qu'elle offre. Donc, je passe devant cette attraction-là, je pense qu'elle offre juste un service A, mais finalement, il y a un service B, un service C qui sont extraordinaires, mais je les communique pas. Il y a aucune affiche, aucune pancarte. Les fameuses pancartes bleues là qu'on voit sur la route au Québec, un peu partout, là, ça fait partie des éléments de découvrabilité. Donc, mais si on n'utilise pas ces éléments-là pour attirer les gens, mais ils sauront pas qu'on offre ça, même si c'est le plus beau service du monde, là. Donc, ça peut être le genre de choses qu'on observe aussi, là. On fait juste pas le mettre, on ne le montre pas. Non, ça me fait penser à des clients qu'on a eu là, des dossiers sur lesquels on travaillait, puis les personnes disaient c'est parce qu'il faut sortir de l'autoroute puis venir nous voir, mais les gens sortent pas, ou on est un peu plus haut dans les terres, puis là on n'est pas vu. Ben dans ce cas-là, c'est là où il faut s'assurer de travailler la découvrabilité, parce que effectivement, si je passe sur la route, je vais pas dire je fais 45 minutes dans les terres pour le plaisir de le faire. Donc il faut qu'on m'ait trouvé autrement alors que je passe sur l'autoroute. Excellent. Maintenant, pourquoi on devrait être convaincu que c'est intéressant d'investir en découvrabilité, même si ça va pas ramener des résultats à court terme pour demain? Parce qu'on voit ça avec les entreprises dans le contexte économique actuel. Les gens sont un peu en réactivité, hein? Les taux qui augmentent, les ventes diminuent. On entend ça dans plusieurs dossiers chez nous en ce moment. Et donc, les gens se retournent vers des actions là, très court-termistes. Mais qu'est-ce qu'on pourrait leur dire aujourd'hui pour les convaincre? N'oublie quand même pas la découvrabilité, même si c'est pour des résultats plus à moyen terme. Ben, c'est dire que même le résultat, même une campagne publicitaire qui démarrait demain matin, peut-être n'apporterait des résultats que dans 6 mois. Là. Souvent, on dit ça à la firme que nos actions marketing ont des résultats dans 6 mois, donc arrêter aujourd'hui va avoir un impact dans 6 mois aussi. Et c'est intéressant de dire qu'on bâtit quelque chose qui devient solide, qui devient pérenne. Et ce qui est intéressant avec le SEO, c'est sûr qu'à un moment donné, il y a une certaine limite. Là. Même nous, à la firme, on se fait accompagner. En tout cas, on va chercher des experts. Mais il y a quand même un seuil minimum qu'on est capable de faire par nous-mêmes. Donc, oui, c'est un investissement de temps, mais c'est intéressant parce
ça peut être à court terme, du moins, ça peut être moins un investissement monétaire, j'embauche des gens. Donc, il y a des actions qui peuvent être faites facilement. Tu sais, je pense notamment à optimiser des titres dans un site web, mettre tu sais, tu parlais des diplômes, Marie-Michel, des choses comme ça. C'est toutes des petites choses qui prennent du temps, mais qu'on peut faire puis qui demandent pas un investissement considérable en argent. Fait que cet aspect-là qui est intéressant aussi. Tout à fait. J'ai vu des clients, là, par exemple, disons que c'était... je vais reprendre mon cabinet de chiro, là. Ben, tu sais, c'est sûr que des gens qui cherchent un chiro vont chercher Chiro Lévis. Il y avait aucunement dans leur site. Ils parlaient pas tant de chiro, puis ils parlaient pas de leur ville. Alors que c'est ça qui est googlé. C'est pas une grosse affaire d'aller ajouter chiropratie, Lévis, chirothérapeute à Lévis, puis d'être très précis là-dessus dans différentes pages du site pour dire au robot qui surveille les différents sites web. Hey, nous, on est une équipe de chiro à Lévis. Donc, des fois, c'est des affaires très, très, très de base avant d'appeler l'expert, comme tu dis. Avais-tu quelque chose à rajouter, Rouge? Marie-Michel, tout à l'heure, tu parlais vraiment de la situation économique qui est très, très, très difficile. Effectivement, je pense que travailler la découvrabilité, ça va permettre de, comme ce que Catherine disait, de bâtir un socle déjà. Et effectivement, c'est payant plus à long terme. Donc, c'est un travail de longue haleine, oui. Mais je pense que c'est important d'investir dans la découvrabilité parce que c'est comme un levier qui va permettre d'attirer des opportunités vers soi. Parce que plus on est découvrable, effectivement, même si l'environnement n'est pas forcément à notre avantage, on va quand même on va mettre en place des actions qui vont nous permettre d'attirer les opportunités vers nous. Et tout ça, comment? À travers la visibilité, à travers plus de visibilité, en améliorant ça. Puis aussi, à travers une communication, on va aller faire tout ce qui est solution après. Mais c'est vraiment ça, c'est quelque chose qui nous apporte déjà un socle pour la suite. On n'en a pas parlé, mais il y a quand même un raccourci en découvrabilité web, en découvrabilité sur la rue. C'est sûr que négocier avec une grande surface pour avoir un plus bel étalage, puis ça demande des investissements, du temps puis de la négociation. Mais sur le web, une façon rapide, c'est la publicité de mots-clés. On n'en a pas parlé, là, par exemple, faire une campagne sur Bing ou sur Google Ads. C'est certain que ça peut nous permettre d'aller plus vite, sauf que même encore là, si notre site ne respecte pas les critères EEAT, on va payer beaucoup plus cher du clic que si notre site ou notre page, elle est wow finalement, là. Donc, on peut pas jamais s'en sauver là, de l'amélioration du site web. Alors, est-ce qu'on est rendu à nos 3 solutions? C'est quoi 3 solutions pratico-pratiques que les entreprises, les organismes qui nous écoutent aujourd'hui peuvent se dire « OK, je peux au moins faire un petit quelque chose aujourd'hui », un premier pas pour être plus découvrable, entre guillemets. Catherine, pour commencer. Mais j'en ai plusieurs, là. Mais avant de la nommer, celle qui est comme plus facile, accessible à tout le monde, j'ai envie de dire aux gens de retourner voir l'épisode sur l'identité de marque où je nommais l'exemple de l'hôtel Rimouski. J'en dirai pas plus, allez l'écouter, mais c'est juste parce que c'est un exemple probant d'une solution de découvrabilité. Et la firme marketing aussi en est un exemple. Mais ma solution, encore plus accessible, parce que là, quand je parle de le nom d'entreprise, là, c'est plus qu'on démarre, là. C'est difficile de changer son nom quand je t'arrête. Fait plusieurs... Oui. Je t'arrête. Explique pourquoi la firme marketing, le nom de notre entreprise, c'est un exemple de découvrabilité. Ouais, OK. Mais parce qu'il y a des mots-clés dans le nom, comme... Hôtel Rimouski, si vous cherchez un hôtel à Rimouski et j'ai fait le test, c'est le premier qui sort. Parce que c'est l'URL, c'est le nom, c'est les mots, c'est les titres partout comme ça, donc ça facilite grandement le travail, mais c'est pas cette solution-là que je vais... Puis la firme marketing, c'est la même chose parce que les gens cherchent une firme de marketing sur le web. Donc oui, des fois, on l'avoue, là, on a des airs de la firme marketing, c'est quoi ce nom-là? Tu sais, on l'a déjà eu ce regard-là, mais c'est très payant quand vient le temps de parler de découvrabilité sur le web. Et je dirais que ça fait que c'est comme notre nom de domaine. L'adresse pour aller sur le site, c'est lafirme.marketing. Pour ceux qui sont plus ou moins familiers avec comment on fait pour sortir en premier dans Google, ça fait qu'on a le mot firme et le mot marketing dans toutes les pages de notre site Internet. Absolument toutes les pages. Dans tous les noms
de profils, par exemple notre profil LinkedIn, notre profil Instagram, notre profil Facebook. Alors, dès que quelqu'un cherche agence ou même des synonymes, le robot comprend que nous, on est une firme marketing. Alors, c'est très payant quand les bons mots sont dans le domaine qui va être à la base de toutes les pages de notre site web. Mais bon, je te laisse aller à ta solution. C'est un sujet qui nous emballe vraisemblablement. Non, mais c'est ça. Fait que c'est ce que j'en ai noté plein de solutions pendant qu'on se parlait. Mais on a parlé de backlinks tantôt, puis on a sauté un peu vite là-dessus, puis je trouvais que c'était une solution intéressante. Donc, un backlink ou un lien entrant, c'est un site externe qui pointe vers notre site. Donc, ça peut être intéressant d'aller en chercher des backlinks. Puis il y a des façons aussi de découvrir, il y a des outils, là, notamment, nous, à la firme, on utilise Ubersuggest. Il y a des versions gratuites aussi, donc on peut voir. Puis d'après moi, je suis même pas certaine, mais j'imagine Google Analytics. Il doit y avoir un outil Google là, qui nous permet de le voir, là. Mais savoir quel site pointe vers nous. Et plus ces sites-là ont une autorité qui est importante, plus c'est payant, entre guillemets. Donc, si, par exemple, vous avez un média qui a parlé de vous ou qui parle de vous, ben ça peut être intéressant de voir est-ce que c'est possible pour le dit média de mettre un lien vers votre site web. Des fois, c'est pas possible pour des raisons éditoriales ou des choses comme ça, mais des fois, ça peut l'être. Vous avez des collaborateurs qui parlent de vous sur votre site, sur leur site, mais qui n'ont pas mis de lien vers votre site, donc le mettre. Si vous vendez des petits, tout à l'heure, on disait quelqu'un qui vend des produits dans d'autres magasins, donc je pense par exemple à, le premier qui me vient ici, là, c'est l'entreprise à Saint-Alexandre de Kamouraska qui fait des produits ménagers purs. Ben, eux, ils ont des centaines de points de vente au Québec. Ben, si moi, j'étais un point de vente, ben, est-ce que Pur a mis un lien vers, au-delà de mettre mon nom puis mon adresse, est-ce qu'il a mis un lien vers mon site? Parce que ça, c'est payant pour moi parce que c'est une entreprise qui a une autorité, donc ça pointe. Fait que non seulement ça dit à Google, hey, ce site web-là, il y a aussi a de l'autorité, mais ça aide les gens qui visiteraient, par exemple, le site de Pur, cliquer puis arriver directement sur mon site à moi, là, plutôt que d'aller ailleurs ou d'oublier ou je sais pas quoi. Donc, des backlinks, ça peut être juste un peu comme, tu sais, se brosser les dents, ça peut devenir une routine. De temps en temps, on regarde, on peut avoir une alerte Google aussi quand les gens parlent de nous, dire « Oh, OK, il a parlé de moi, est-ce que je peux demander un lien vers mon site? » Donc, ça peut se faire de manière récurrente, pas juste dire « Je le fais une fois et après j'oublie », mais bâtir tranquillement, puis de saisir les opportunités aussi. J'ajouterais à ça les annuaires dont Rouge parlait plus tôt, là, de se trouver sur des sites qui réfèrent, ça peut être des annuaires de chambre de commerce, qu'on est inscrit à la chambre de commerce ou dans des ordres professionnels, il va y avoir un lien vers notre c'est ça, oui. Il y a plein de façons là, d'avoir des liens. Puis aussi, ce qu'on peut faire stratégiquement, c'est identifier nos 3 concurrents directs, les plus proches, là, les concurrents qui viennent nous chercher de la business ou des clients, des usagers, peu importe. Puis aller voir qui pointe vers leur site. Ça peut nous aiguiller. « Hey, j'avais pas pensé à ça. Hey, j'avais pas pensé aux autres. Hey, tel journaliste, il pourrait s'intéresser à mon organisation. Je vais développer une relation avec lui. » Donc, excellente idée, Katrina, les liens entrants ou backlinks, qui peuvent pointer vers notre site. Puis, j'aime beaucoup que tu dis, c'est comme se brosser les dents tous les 3 mois, on peut se dire, je vais essayer d'approcher 10 personnes. Puis, je fais un petit pont là-dessus aussi quand on change d'URL ou quand on fait des petits changements de page, on s'en rend pas compte, mais il y a peut-être des liens entrants qui pointaient vers cette page-là. Si on fait le travail, on voit aussi des liens brisés vers notre site. Ça nous dit, hey, t'as des liens qu'elle est là, mais la page, c'est erreur 404. Donc, on peut faire des petites redirections. Mais là, ça, c'est un point que vous pouvez partager avec la personne qui vous aide en développement, qui vous aide derrière votre site web. Là, c'est un peu plus technique, mais c'est quelque chose à ne pas sous-estimer quand on joue dans les URL parce que ça peut nuire. Rouge, je pense que je vais aller avant toi parce que mon idée, je pense que elle viendrait avant toi, mon idée de solution à mettre en place. Puis toi, après, c'est bon. Ça te convient? Parce que la solution 2 que j'aurais suggérée, c'est drôle parce que quand je cherchais ma solution, je me suis souvenue la première fois que j'ai entendu parler, je suis plus vieille que mes collègues, là, la première fois que j'ai entendu parler de SEO, je pense que ça faisait 13-14 ans. La première formation SEO que j'avais eue chez Astral Media. Puis, à l'époque, on avait des collègues qui faisaient de la rédaction, OK? Les 3 filles dans le bureau, tout ce qu'elles faisaient, elles rédigeaient, là, tout. Les synopsis, les communiqués de presse, elles faisaient de la rédaction, c'était incroyable. Et la rédactrice de Canal Vie avait fait un test entre
pour un quelconque communiqué de presse entre le mot mère et le mot maman. Puis elle avait vu que le mot maman, elle avait pris le temps, puis nous, on ne faisait pas ça à l'époque, là, c'était tout nouveau. Puis là, ce jour-là, dans la formation, on avait appris, il faut aller valider quel est le mot le plus cherché pour choisir un titre, un nom d'entreprise, peu importe. Et là, elle, avant d'écrire son communiqué, elle a fait la recherche mère ou maman. Et puis maman, disons, c'était 6 fois plus utilisé sur Internet que le mot mère. Alors, elle a poussé maman dans son communiqué et il y a eu une reprise de ce communiqué-là partout sur le web. À l'époque, ça avait été incroyable et c'est la première fois où j'avais été mise devant le concept de référencement organique, de choix de mots-clés et de ce que ça voulait dire. Puis on avait une preuve tangible que ça marchait. Puis ça, comment on fait quand on n'a pas de département marketing? Ben, il y a un super outil qui s'appelle Google Trends. C'est gratuit, c'est accessible et ça nous permet simplement d'entrer différents mots et de les comparer entre eux. Donc, le mot mère, le mot maman, on peut choisir une province, un pays. Puis moi, j'aime bien mettre durant les 5 dernières années, OK? On peut aller cocher le nombre de temps qu'on veut voir parce que quand on regarde sur 5 ans, on voit davantage des courbes, des tendances. Et puis là, ça peut vous aider à identifier c'est quoi les vrais bons mots-clés pour nommer mon produit ou mon service. Comme nous, la firme marketing, c'était des mots pour nommer ce qu'on fait parce que quand on commençait, on n'était pas connus. On voulait que les gens nous trouvent en cherchant sur Internet. Mais vous devriez faire la même chose. S'il est trop tard pour changer votre nom d'entreprise, ça peut être la signature de marque, les mots qu'on écrit. Quand nous, on fait la firme Fabrique de solutions marketing, mais la fabrique de solutions, c'est pas SEO, pas en tout. Mais notre titre d'entreprise, notre nom d'entreprise, il est bon. Mais s'il l'était pas, on aurait pu s'amuser dans la signature de marque et choisir les bons mots. Alors, l'action que je vous propose, la solution que je vous propose de faire aujourd'hui, c'est d'aller jouer dans Google Trends et comparer les mots qui ont un rapport dans votre industrie, les mots qui nomment un peu ce que vous faites, puis d'identifier vos 2-3 mots prioritaires à utiliser partout. Et ensuite, vous assurer que, ben là, je vais laisser Rouge avec son action 3. Mais la solution 2, c'est d'aller identifier les bons mots. Ça, c'est accessible. Vous pouvez le faire, là, comme disait Katrina, un peu aux 2-3 mois. Puis c'est quelque chose qu'on peut refaire à chaque fois qu'on crée un contenu. Alors, Rouge, solution numéro 3. À toi maintenant. Puis t'avais raison de la faire passer avant la mienne, ta solution, c'est vrai. Je me rends compte. En tout cas, tu parlais de mots-clés, puis effectivement, ma solution, c'est plus la création puis le partage de contenu à partir de ces mots-clés-là. Donc, ça va être important, oui, d'utiliser l'outil qu'on a à disposition. Tu as parlé de Google Trends, ça pourrait être ça. Puis aller chercher les mots-clés, retravailler ça. Ce qui se fait beaucoup aujourd'hui, c'est l'utilisation de ChatGPT, bien sûr, pour la création de contenu. Donc, au lieu de poser une question en demandant est-ce que tu peux me fournir un texte qui parle de ça dans mon domaine, là on peut venir étoffer, demander quelque chose de plus concret, de plus détaillé à ChatGPT en ajoutant les mots-clés ou en utilisant les prompts. C'est ce qui se fait de plus en plus aujourd'hui. Donc rien que ça va nous permettre d'avoir du contenu. Puis ce contenu-là, c'est à nous de le structurer de manière à ce qu'on communique de manière authentique, unique, vraiment qu'on arrive à faire refléter notre valeur à travers ce qu'on communique, que ce soit pas tout simplement recracher directement ce qu'il y a sur ChatGPT. Donc par la suite, on pourra mettre en place ça, partager, puis en partageant de plus en plus, on se fera forcément voir de notre communauté, de notre réseau, des amis de nos amis, donc ça fera effet boule de neige, puis ça va nous ramener quelque chose. Oui, parce qu'on ne sait jamais où vont aller chercher les personnes. Elles peuvent se décider d'aller chercher dans Google. Google peut référer à différents sites comme Etsy, comme TripAdvisor, comme Amazon, comme des plus gros de ce monde, ou même à une vidéo que vous avez postée sur YouTube il y a 2 ans de ça. Mais si le titre, la description de la vidéo, comme dit Rouge, le sujet parle avec des bons mots-clés, avec les bons mots-clés, avec des synonymes, mais ça va être plus facile pour le robot d'envoyer des gens vers les contenus qui répondent à leurs besoins, qui répondent à leurs questions. Tout à fait. Puis même avant même la création de contenu, les 2-3 mots-clés primaires, prioritaires pour votre organisation devraient se trouver dans les titres de fiches, dans les descriptions de profils d'Instagram, dans votre fiche Google My Business, dans vos titres de produits, services. Hein, tout ça, c'est important. Tu sais, des fois, on le voit, là, les filles, là, dans les dossiers qu'on vient de faire, la page
service qui s'appelle juste service, ben ça peut être un service de la photo, ça peut être un service de funérailles, tu sais, ça peut être plusieurs choses. Donc le plus on va être précis dans l'utilisation des bons mots sur chaque point de contact, le plus facile on va se faire trouver. Est-ce qu'on peut en ajouter une quatrième? C'est nous qui faisons les règles. C'est nous, on est temps, parce que là, nous, on a dépassé le temps. J'ai eu des problèmes techniques de connexion. On fait nos smats comme si on est toujours... c'est toujours plaisant. Mais j'ai eu des vrais problèmes techniques à me connecter, puis j'étais malade, pas maquillée dans mon entrée, finalement. Aujourd'hui, c'est vraiment super. Mais c'est pour ça que je demande aux filles, parce qu'on déborde sur notre horaire. Mais, tu sais, Katrina, t'avais mis dans les notes la solution numéro 4. Je vais la nommer d'abord, puis après, on pourra en parler, mais... c'est la solution de tester sa découvrabilité tant sur le web que dans la vraie vie avec des réels consommateurs potentiels qui ne savent pas pourquoi on teste. Par exemple, Rouge qui cherche des cafés, on pourrait trouver 10 clientes potentielles ou clients potentiels de café à Rimouski, marcher avec eux sur la rue Saint-Germain, peut-être, puis voir, on va prendre un café, où est-ce qu'on va? On fait la rue au complet, tu choisis le café, puis tu me dis pourquoi, tu me dis ce à quoi tu penses à voix haute pendant que tu fais ton choix. On pourrait aller là, mais là, la musique a l'air bonne. Là, ça a l'air plus, ça me rappelle telle ville que j'ai visitée et que j'apprécie. Pour essayer de comprendre qu'est-ce qui fait que l'un ou l'autre des cafés serait découvrable dans la vraie vie. Même chose si on vend là, du parfum en grande surface. On va se promener avec des clients potentiels en grande surface. On dit, on magasine un parfum, c'est pour toi ou c'est pour ta mère ou ta conjointe, peu importe, ton conjoint. Comment tu magasines? Qu'est-ce que tu vois? Pourquoi ça attire ton œil? Puis là, on va voir, est-ce que notre produit ressort ou pas? Puis, quels sont les facteurs? Tu sais, si on fait 10 à 20 visites avec 10 à 20 clients potentiels, ben là, on va pouvoir voir des traits, des caractéristiques, des façons de ressortir. Puis même chose sur le web, hein, peut-être plus avec Katrina, là, mais on avait déjà parlé de ça, qu'on rêvait de dossiers où on pouvait filmer des gens qui naviguent, mais qui nous parlent à voix haute. Oui, ou des fois, ça peut être même, là, quand on fait les études de persona, là, demander aux gens, tu sais, justement, si vous cherchez un physiothérapeute, qu'est-ce que vous inscrivez dans Google? Donc, c'est une façon un peu... c'est sûr que la meilleure méthode, ce serait de s'asseoir avec quelqu'un par Zoom qui partage son écran ou s'asseoir à côté de lui et dire « OK, tu cherches une physio, qu'est-ce que tu fais? » Super facile avec Zoom aujourd'hui, là, un partage d'écran, puis on pose des questions à la personne. OK, tu cliques où? Tu choisis quel mot? OK, tu as choisi tel site. Qu'est-ce qui t'a amené vers ce lien-là? Est-ce que tu trouves l'info que tu cherches dans le site web? Aussi, ce qu'il faut pas oublier, c'est que les résultats de recherche sont influencés par la personne qui fait la recherche. Donc, Rouge, tout à l'heure, qui parlait qu'elle a fait des recherches de meilleurs restaurants de tacos à Mexico, ben ces résultats obtenus seront pas les mêmes qu'une personne qui cherche la même chose qui serait physiquement à Mexico, parce que probablement que Google va comprendre que Rouge s'en va en voyage là-bas parce qu'elle est pas physiquement sur les lieux. Est-ce qu'il va sortir des résultats plus les 10 meilleurs restaurants de tacos pour les touristes, là, des choses de ce genre-là? Je le sais pas. Mais c'est sûr que ça va être différent, de la même chose que quelqu'un qui cherche un physiothérapeute qui est à Rimouski ou qui est à Montréal, ou même d'autres thématiques. Là, on est très dans la localisation. Mais si je cherche quelque chose de plus générique, mais ça tout mon historique de recherche va influencer aussi les résultats, ce qu'on appelle là, les SERP, Search Engine, quoi comme ça, Results Page. Donc, à quelle page je vais me retrouver, ou plutôt dans quelle position, parce que je pense que maintenant Google a plus vraiment de page, là, ça se défile automatiquement quand on descend. Mais c'est ça, où je vais me retrouver dans les résultats de recherche va être influencé par une multitude de facteurs, mais la portion qu'on peut influencer comme entreprise, ben c'est ce qui se trouve sur notre site, puis comment on se rend découvrable. Le reste, ben on n'a pas vraiment de pouvoir là-dessus. Et puis, vous savez, moi, dans le temps, là, quand j'étudiais au HEC, c'était 2010-2012, je pense, en mon DESS, et ce qu'on nous enseignait à l'époque, c'est que Google se fiait sur, il me semble que c'était comme 65 critères pour sortir des résultats de recherche pour un individu donné. Ça incluait la lecture de ses courriels dans Gmail et ça incluait toute sa navigation
maintenant avec les téléphones Android aussi, ça leur permet de suivre les gens, là. Donc, ils savent énormément de choses pour affiner les résultats de recherche. Puis le fait comme Rouge qui cherchait au Mexique, là, il comprend, elle s'en va en voyage. Probablement qu'ensuite, elle est reciblée pour de la publicité. Mais ça, c'est un autre dossier. Ça, c'est vrai. Je voyais ça popper de partout sur mon Facebook, sur toutes les plateformes. Ça me permet de parler d'un concept qu'on n'a pas encore nommé, les filles, puis c'est sûrement le concept le plus important de la découvrabilité. Puis c'est le fun que tu confirmes, Rouge, parce qu'on parle d'intention. C'est quoi l'intention de la personne qui cherche? Google a compris que ton intention est de planifier ton prochain voyage au Mexique. Que tu es une voyageuse, que tu es au Québec, que tu n'es pas là encore. Donc, il a compris l'intention derrière. Tandis que si tu habitais au Mexique et que tu cherchais un traiteur pour ton mariage, il aurait compris que ton intention était tout autre. Alors, quand on pense à la découvrabilité autant sur la rue que dans le web, il faut se dire c'est quoi l'intention derrière la personne qui va faire sa recherche. C'est à la base de toute découvrabilité. Puis, tu sais, les filles, on se le dit souvent, là, je vais le nommer ici parce que c'est sûrement l'épisode qui va être le plus long en termes de piliers marketing parce qu'il y a beaucoup de techniques. Souvent, ça a l'air comme une grosse montagne, mais ce qu'on se dit, nous, c'est qu'on crée des vrais bons contenus, un vrai bon site web, un vrai bon podcast pour des vrais bons humains. Au lieu d'être toujours stratégique, puis technique, puis croche, puis chercher le raccourci, parce que ça a beaucoup été fait aussi dans le passé, là, plus sur le web que dans la vraie vie, là. Mais c'est de dire comment je vais être bienveillant dans ma création de contenu pour informer les clients potentiels, les clients actuels de ce que j'ai à offrir, de ce que j'ai à vendre, mais en donnant toute l'information pour une réelle décision éclairée. Le plus qu'on est pertinent, le plus qu'on va se mettre à l'abri des différents changements d'algorithmes. Parce que les algorithmes, ils essaient des améliorer au fur et à mesure que la technologie avance pour mettre de l'avant les vrais bons contenus en premier. Pas les duplicats, pas les copies, pas l'intelligence artificielle. Donc, le plus que vous allez créer des vraies belles affaires avec une intention qui est sincère d'informer les personnes, ben le plus vous vous mettez à l'abri de tous les changements. Parce qu'on en voit des fois, là, moi je m'informe beaucoup en marketing numérique, là, puis il y a des grosses entreprises qui ont pris une stratégie, puis bang, il y a un petit changement d'algorithme, puis ils deviennent position 59, là, alors qu'avant, il était dans les 10 premiers. Donc, ça peut faire très mal si on cherche les raccourcis. Alors, ça faisait le tour de notre épisode plus compliqué de la découvrabilité. Si vous avez le goût de nous donner de la rétroaction sur cet épisode, si vous avez des questions, peu importe le réseau social sur lequel vous nous écrivez, on va vous répondre. Sinon, par courriel, bonjour@lafirme.marketing. Et on espère sincèrement vous avoir convaincu d'investir en découvrabilité, de vous mettre sur la route des gens qui vous cherchent en contexte économique actuel, compliqué. Faut sortir devant les gens qui sont prêts à nous acheter. C'est une étape. Avant de se faire connaître puis de convaincre des gens de nous acheter, faut être devant les gens qui ont besoin de nous ici et maintenant. C'est une base. Alors, en espérant que vous avez beaucoup aimé notre compagnie aujourd'hui et que vous allez rapidement aller vous abonner. Question de ne pas manquer d'épisodes. On se dit à la semaine prochaine, les filles! À la semaine prochaine! Bye bye!